À la base, cette vidéo ne part que d'un tweet. Celui-là, qui énonce explicitement que Damso est bien meilleur que PNL. Et même s'il se plaignait d'un manque d'objectivité d'une des personnes qui l'interpellaient, il se considérait lui-même comme l'une des personnes les plus objectives de Twitter. Et alors même s'il paraît évident qu'une personne qui a fait un compte fan pour encenser un artiste sur n'importe quel réseau social n'a pas une once d'objectivité dans ses paroles, je vais quand même essayer d'expliquer pourquoi et comment le mot objectivité a perdu tout son sens. Tout d'abord, l'objectivité se définit selon Bachelard comme, dans son sens le plus courant, l'objectivité est considérée comme l'une des qualités fondamentales de la connaissance scientifique. On l'analyse à la fois sur le plan épistémologique et sur le plan moral. La pratique scientifique est commandée par un idéal d'objectivité qui ne peut être progressivement atteint que par la mise en œuvre de procédures méthodiques d'observation, de mesure et d'expérimentation qui sont autant de garanties contre les illusions de la croyance ou d'une connaissance immédiate limitée à la perception. Et c'est très précisément ce dernier aspect qui est le plus répandu sur internet en général, l'illusion d'une croyance en vertu d'une connaissance immédiate limitée à la perception. Lorsqu'un individu avance un argument d'objectivité, comme ici dans le tweet, il est obligé de le relier à un argument. Ici, il présente sa théorie comme un fait, une vérité générale que l'opinion populaire accepte. Or, on est très loin de la vérité. Tout simplement car l'art n'a absolument, et j'insiste, jamais dans l'histoire été objectif. Il est donc impossible que des personnes parlant d'un sujet qui ne peut être objectif soient objectives. Lorsque Molière se moquait de la haute dans ses pièces de théâtre, ou lorsque Michel Sardou chantait « Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie, à parler je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui », en l'éloge du peuple américain lors de la Seconde Guerre mondiale dans un texte proche de la propagande, on y décèle forcément une forte influence dans les textes ou les créations en général. On observe avec ces deux exemples que les œuvres réalisées par les deux artistes sont très ancrées politiquement, alors qu'elles viennent de deux époques très distinctes. L'une dans un système inégal, où seulement 1% de la population commande les 99 autres, et que même si les moqueries et critiques envers ce petit groupe sont proportionnelles au nombre de personnes présentes dans les 99%, elles sont contrôlées par les 1% restants qui n'acceptent ni les critiques ni les moqueries. L'autre dans une France d'après-guerre très fortement soutenue par les États-Unis, dans une mondialisation et un développement économique certain. Il est donc observable que l'environnement dans lequel l'artiste évolue déteint sur sa façon de penser et sa manière de créer. L'un dans une critique maquillée du système dans lequel il évolue, l'autre dans une éloge de la puissance qui a remis son pays sur les rails. Dévalorisation masquée, valorisation explicite. Pour vous communiquer du mieux possible mon propos, je vais avancer la plupart des arguments qui sont donnés par les personnes soutenant leur objectivité dans un domaine que j'apprécie énormément et où je ne suis pas le seul puisque c'est le genre le plus populaire chez les jeunes en France, le rap. Vous le savez, j'adore le rap et la plupart des gens ici aussi. Même si certaines personnes n'en écoutent pas, elles peuvent tout de même s'intéresser à son histoire qui est très intéressante et proche d'autres genres et d'autres styles comme le punk rock qui a fait son apparition dans les années 60-70. J'espère donc pouvoir parler à un maximum de personnes avec mes exemples puisque je m'y connais moins dans les autres formes d'art. L'un des premiers points que je me devais de démonter même s'il commence à disparaître petit à petit est la qualité par rapport aux ventes / la popularité. Et je pense qu'une bonne partie des gens savent déjà que c'est idiot de parler de vente lorsqu'on veut prouver qu'on a raison sur la qualité d'un album. C'est pour ça que c'est un argument qui est facilement annulable. Pour ceci, et un exemple très simple et très connu, Opera Puccino de Oxmo Puccino me paraît être un bon exemple. Il sort en 1998 et met 8 ans à décrocher un disque d'or. Pour comparaison, Lunatic sort Mauvais Oeil en 2000 et met seulement 2 ans à obtenir le disque d'or. Pourtant, tous deux sont considérés comme des classiques du rap français. Pourtant, à l'époque, un seul des deux était imaginé comme un édifice du rap. Alors comment expliquer le fait qu'Oxmo ait mis tant de temps à vendre son produit? Il a sur son album des gros feats avec des têtes de rap de l'époque, comme Lino, Akhenaton ou Laura Luciano. L'album est directement applaudi par la critique, en vendant Oxmo Puccino comme un acteur phare du jeu, et qu'il affirme avec théâtralité une identité hors norme, nous dit l'ABCDR du son. Kaiserban affirme que même ces feats, qui sont pourtant des têtes d'affiche, n'arrivent pas au niveau d'Oxmo excepté Lino. Il comptait même dans ses rangs de producteurs DJ Mars et DJ Sec, qui faisaient tous partie de l'âge d'or du label Time Bomb, considéré par beaucoup comme des pionniers ayant révolutionné le rap français à leur paroxysme, où ils comptaient dans leur rang Pete Bacardi, Ghetto Diplomats, Lunatic, Ify et X-Men. Mais comment se fait-il qu'un album avec de bonnes productions qui sont reconnues, des têtes d'affiche et un rappeur au sommet de ses performances fasse disque d'or en 8 ans? En réalité, ce n'est pas toujours explicable, même si ici, ce serait sa communication qui serait remise en cause, une époque où il était beaucoup plus compliqué et où cela coûtait beaucoup plus d'argent de faire une promo d'album qui changerait la donne. Il n'en reste pas moins que 24 ans plus tard, cet album est toujours considéré comme un classique du rap français et un argument de taille pour dire que les ventes ou la popularité d'un album ou d'un artiste ne jouent en rien sur la qualité de sa musique. Dans un deuxième temps, on s'attaquera à un argument qui paraît légitime mais qui en réalité ne vaut pas grand chose. Le temps de production et les efforts fournis sont obligatoires.
Souvent avancé comme un argument majeur, le fait d'avoir passé beaucoup de temps dans la conception d'un album ou d'un son ferait qu'il serait bien meilleur qu'un album ou qu'un son sorti dans un laps de temps plus restreint. Il serait logique de penser ça à première vue. Lors de nos scolarités, on apprend vite que les gens qui travaillent plus longtemps ont de meilleurs résultats ou qui travaillent plus longtemps un devoir que nous ont la plupart du temps de meilleures notes. Ici la différence est simple, l'art n'est pas quantifiable. Autant il est sûr qu'avoir une formation dans les domaines dans lesquels on souhaite s'exposer est primordial, mais il est impossible de juger l'art à sa juste valeur. Pour ceci, plusieurs exemples sont disponibles dans le rap français et américain. L'un qui valide la théorie dans les deux sens serait PNL. Rappelons que ce groupe de début 2015 à fin 2016 sort 3 projets dont une mixtape, Que la famille et 2 albums, Le Monde Chico et Dans les légendes. Pourtant, pas un seul de ces projets n'est remis en cause sur sa qualité. Pourtant, le temps de conception paraît très restreint. Et à l'inverse, ce même groupe mettra par la suite presque 3 ans à délivrer leur dernier projet en lice, Deux frères. Et encore une fois, l'attente fut légitime. Le projet est accueilli comme un chef-d'œuvre et à ce jour, personne n'est venu dire que les deux frères auraient dû prendre plus de temps pour le sortir. Cet exemple montre donc deux aspects importants de l'art. Le temps de conception n'a pas besoin d'être forcément étendu pour être retenu comme l'un des meilleurs, seule l'idée doit être bien trouvée, et d'autre part, il est important de mettre un temps d'arrêt à un moment donné pour pouvoir se surpasser. Un autre exemple français serait Caris, qui sur la période de 2013 à 2015 sort 4 projets. Or Noir en 2013, que l'on n'a plus besoin de présenter, Or Noir 2 réédition de Or Noir, Le Bruit de mon âme, son deuxième album studio, et Double Phoque fin 2015 qui est une mixtape. Ces 4 projets sont souvent placés comme les meilleurs de la discographie de Caris. Or Noir est considéré comme la pierre angulaire de la trappe en France, et Or Noir 2, la confirmation de ce savoir, qu'il maîtrise parfaitement. Le Bruit de mon âme continuera sur cette lancée puisqu'il est toujours produit par Thérapie, que vous connaissez sûrement, même ceux qui ne connaissent même pas de nom, si, vous connaissez elle. L'album restera différent de ses deux grands frères, mais ne sera pas pour autant moins bien accueilli. Reste Double Phoque sorti en 2015, la mixtape a la particularité d'avoir énormément de rappeurs en featuring dessus. On y retrouve le collectif XV Barbare, le duo Psotug, Bakil, Wormsty et SCH. Le projet à part entière sera moins bien considéré, même si encore aujourd'hui, certains des sons présents dans la mixtape sont toujours considérés comme des marqueurs de l'époque. La suite sera tout aussi rapide, puisqu'entre 2016 et 2021, Caris sort 5 projets, mais qui seront beaucoup moins bien considérés. Autrement dit, l'époque où Caris a sorti le plus de projets en moins de temps reste à ce jour considérée comme supérieure à la période où il a pris un tout petit peu plus de temps pour travailler ses projets. La plus longue pause reste entre Dozo et Or Noir 3, qui sera une grande déception. Le dernier point va plus concerner la sphère du public et des critiques, ou chroniqueurs, qui parlent du sujet. L'expertise et l'ultra-crépidarianisme. Ici on revient à notre sujet de base, les personnes qui pensent être objectives en parlant de musique. Ces mêmes personnes qui avancent souvent une certaine expertise dans le domaine. Si l'on prend le tweet étudié au début de la vidéo, on peut y déceler une certaine expertise dans l'avance de l'argument sur le mixage qui n'est clairement pas à la portée de tout le monde. C'est ici que l'ultra-crépidarianisme entre en jeu. Pour être précis, c'est un terme dérivé du principe de Dunning-Kruger, qui est de plus en plus connu. Les psychologues David Dunning et Justin Kruger définissent cet effet de surconfiance par un biais cognitif lui-même attribué à une difficulté métacognitive des personnes non qualifiées qui les empêche de reconnaître exactement leur incompétence et d'évaluer leurs réelles capacités. Plus simplement, cela voudrait dire qu'une personne ayant peu de connaissances dans un domaine tend à beaucoup plus s'exprimer sur ce sujet en surestimant ses compétences dans le domaine, et ne parvient pas à reconnaître la compétence de ceux qui l'ont vraiment. Charles Darwin s'est lui-même exprimé sur ce sujet dans son ouvrage L'origine de l'homme. Il disait « L'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance ». Cette étude de l'effet Dunning-Kruger commence en 1995 sur l'étude d'un détenu qui a attaqué 2 banques le visage enduit de jus de citron. Il justifie son geste en expliquant qu'il pensait pouvoir devenir invisible pour les caméras de surveillance, selon le principe même de l'encre invisible. Le jus de citron peut être utilisé pour en faire, le texte devient donc brun-rot après avoir été chauffé. Les psychologues ont donc essayé de comprendre cette assurance. Leurs résultats ont été publiés en décembre 1999 dans la revue Journal of Personality and Social Psychology. Cette étude suggère donc que les personnes les moins qualifiées pensent être les plus qualifiées dans le domaine et à l'inverse, les personnes les plus qualifiées auraient tendance à sous-estimer leur niveau de compétence et penseraient à tort que des tâches faciles pour elles le sont aussi pour d'autres. En sort par ailleurs un schéma de la représentation graphique des données d'études originales qui illustre l'auto-évaluation d'un sujet au cours de l'acquisition de la compétence. On y trouve notamment les 3 appellations spécifiques à ce terme, la montagne de la stupidité, la vallée de l'humilité et le plateau de la consolidation. Vous comprendrez donc qu'avec cette étude et l'effet présenté, on peut y associer plusieurs profils de personnes qui s'expriment sur le sujet. Mehdi Maizi se situant au bout du tableau, les Twittos, eux, se situent plus au niveau de la première bosse. La majeure différence entre la montagne de la stupidité et la vallée de l'humilité serait l'écoute des experts. À partir du moment où quelqu'un refuse d'écouter les experts, qui ici seraient représentés par la plupart des gens ayant pratiqué la théorie musicale et qui vivraient de leur création, il se place donc dans la montagne de la stupidité, parce qu'il se permet et se croit capable de surpasser ses connaissances et celles des experts. À partir du moment où il se range derrière les experts et reste donc humble, qui se définit comme qui a conscience de ses limites, de ses faiblesses et qui le manifeste par une attitude volontairement modeste et effacée,
Autrement dit, quelqu'un qui se place plutôt en spectateur et en apprenti envers les experts et qui ne s'exprime que très brièvement. Et pour finir, le plateau de la consolidation sont tous les experts ou les experts en devenir qui s'entraînent et forgent leur savoir un peu plus chaque jour, tout en ayant une évaluation réaliste de leurs compétences. Ce tableau n'est pas non plus l'estimation ultime de la confiance par rapport à la compétence. Certaines personnes ne pourront pas s'y retrouver puisque l'approximation n'est pas très précise, mais le but serait de vous retrouver sur cette courbe, sans vous sous-évaluer ou vous surévaluer, juste histoire de savoir ce qu'il vous manque pour évoluer dans le domaine que vous avez choisi. Pour faire une simple conclusion, avec les 3 points que je vous ai présentés, j'espère vous avoir démontré que qu'importe la force que vous mettez dans vos arguments, si vous parlez de goût, de choix ou d'écoute, vous ne serez absolument jamais objectif, que seuls les faits et les sciences peuvent être discutés de manière objective et que l'art en général n'a jamais, un tant soit peu, été objectif. Arrêtez maintenant de vouloir invoquer le terme objectif comme s'il avait une valeur aux yeux de l'art, ce ne sera jamais le cas. Et puisque ce ne sera jamais le cas, il m'est autorisé de finir cette vidéo en disant que Ziak, c'est de la merde.